Donc moi je suis Johan Cormier, je suis chargé de projet d'exposition au Musée des Confluences depuis maintenant, ça va faire 6 ans. Je suis arrivé en 2012, c'est-à-dire 2 ans avant l'ouverture au public, fin décembre 2014. Donc je suis arrivé, évidemment, vous pouvez l'imaginer, en pleine effervescence en termes de production. 2 ans avant l'ouverture, on était quand même vraiment en plein dedans. Et évidemment, le numérique nous accompagnait quotidiennement dans cette réflexion de production. Donc on s'est beaucoup posé de questions sur l'audiovisuel, notamment dans les expositions, et sur l'interactivité. Et puis à l'ouverture, j'ai basculé, comme la plupart de mes collègues chargés de projet, sur le permanent à l'époque, sur les expositions temporaires. Et j'ai ouvert avec un binôme une exposition qui s'appelait L'Art et la Machine en 2015, qui n'a pas duré très longtemps, parce que c'était un projet dans lequel on empruntait beaucoup d'objets à l'extérieur, d'où le temps un petit peu réduit de l'exploitation. Une exposition sur les potières en Afrique subsaharienne, rien à voir, et une exposition qui est en cours actuellement sur Hugo Pratt, qui s'appelle Ligne d'horizon, et qui va du coup revenir un petit peu plus dans mes exemples, en sachant que mes exemples sont évidemment un peu liés aux expos sur lesquels moi j'ai travaillé. On est 6 chargés de projet, mais je vais essayer quand même de parler aussi un petit peu des autres. Alors j'ai un petit commentaire en préambule, ce que je racontais tout à l'heure. C'est aussi les joies du numérique. Il se trouve que j'avais prévu une petite vidéo avec des pauses et vous la commentez en direct, une vidéo plutôt bien filmée, j'avais pris un pied, tout ça. Et en fait, au moment de l'encoder sur Premiere, qui est un logiciel pourtant que tout le monde maîtrise au musée, il y a eu un couac et je me suis retrouvé avec un document qui scintillait énormément, qui n'était vraiment pas présentable ici. Donc j'ai tout refilmé en urgence avec mon téléphone portable. Donc je vous prie d'excuser la qualité des images que je vais vous montrer. Et puis ça a aussi une autre incidence, c'est que du coup j'ai pas d'image de société, qui est une des salles du permanent, et qui pourtant convoque le numérique et pour l'interaction entre le public, et j'avais prévu d'en parler un petit peu. Or là je peux pas l'illustrer, donc j'ai déjà pas mal d'exemples, parce qu'il est fermé actuellement société, puis il y a des réaménagements scénographiques. Donc j'ai donc un PowerPoint de secours, si je puis dire, qui est quand même très épuré, je suis désolé pour la forme, assez spartiate, mais ceci dit, comme ça va me permettre d'aller plus vite. Donc j'ai un message quand même un peu à vous transmettre au nom de l'équipe du service des expositions, qui est que, parce qu'on en a un petit peu parlé avant que je vienne vous présenter ça, qui est que le numérique et le digital et la technologie de manière générale, elle n'a pas de sens en elle-même dans une exposition. Ça paraît une banalité, mais on voit encore beaucoup dans des musées, dans des expositions, de la technologie pour de la technologie, de l'écran pour l'écran. Alors peut-être un peu moins, mais il y a quelques années, c'était assez systématique, avec des interactivités des fois qui étaient mal maîtrisées techniquement, et ça c'est quand même un peu dommage, quand on veut avant tout transmettre un message. Donc mon plan il est assez simple, mais il résume bien nos préoccupations quotidiennes, qui sont d'avoir un numérique, mais qui soit au service de quelque chose, d'une intention, qu'elle soit une intention de contenu, et en ça c'est un outil absolument génial, ou une intention de mise en scène. Bon, c'est un peu plus anecdotique, mais dans nos métiers c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe aussi beaucoup. La scénographie, notamment à Confluence, c'est un peu l'ADN de ce musée, les scénographies un peu fortes. Et voilà, donc j'ai quelques exemples qui sont tirés directement des expositions qu'on a faites depuis 4 ans et des expositions qui sont en cours actuellement, avec 2 mots-clés pour cette première partie sur le numérique au service du contenu, qui sont l'attractivité et l'interactivité. Alors je passe tout de suite dans le vif du sujet. L'attractivité, qu'est-ce que j'entends par là ? Si on fait un rétropédalage, on est en 2013, on est en train de se poser la question avec David Besson, mon collègue chargé de projet, sur l'exposition Espèces, la maille du vivant, dont Maxime a parlé brièvement dans son intervention, qui est une exposition qui propose de questionner sur la place de l'homme Homo sapiens au sein du monde vivant. Et on a une partie du programme. Alors ce qu'on appelle nous programme en exposition, c'est le contenu, que ce soit les textes, que ce soit les objets, que ce soit les audiovisuels justement, puis les intentions scénographiques. Et une partie de ce programme, dans la première partie de l'exposition Espèces, a pour ambition de raconter l'histoire de la représentation du vivant en Occident. Donc c'est un vaste programme. Nous, on a pour ça un comité scientifique et notamment une thèse sur le sujet. En gros, c'est de Platon à nos jours. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez complexe à transmettre à un public qu'on veut à Confluence très large. Juste pour une petite parenthèse,
on a un niveau de discours qui est, dans notre cahier des charges de départ, dans notre programme scientifique et culturel, normalement censé être adapté à un public de fin de collège, donc de troisième, en termes de discours, en termes d'éléments cognitifs. Donc il faut traduire une thèse sur l'histoire des représentations du vivant en Occident au plus grand nombre. Alors, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité des textes. On le balaye assez vite parce que on entre dans quelque chose qui va être trop complexe, trop long, surtout que ça n'est jamais qu'une petite partie du parcours. Et puis, on a la possibilité qui s'impose assez vite à nous, qui est celle de l'audiovisuel. Alors, un audiovisuel classique, si on avait interrogé, par exemple, la scientifique qui était à l'origine de cette thèse, on peut imaginer la filmer devant sa bibliothèque, mais on sait que les visiteurs ne vont pas rester. Ça, on a quand même on a présagé de ça, parce que c'est assez évident pour nous. Donc, on s'est tourné assez vite vers une forme d'attractivité, justement, quelque part un peu ludique dans la présentation, pour contraster avec le sujet qui est un peu dense, un peu complexe. Alors, ça donne, je vous ai mis un petit extrait. Alors, l'extrait que je vous passe, c'est pas la version finale qu'on trouve en exposition. Alors, déjà, c'est juste un petit moment, mais c'est une version de travail, donc c'est un peu drôle parce que les bruitages sont faits à la bouche. Bon, c'est un document de travail. Les voix se cherchent encore, les graphismes aussi, mais peut-être que vous l'avez vu, c'est un audiovisuel qui est dans Espèce. Rien un être plus parfait que l'homme. Créateur tout-puissant. Bon, faut imaginer les sous-titres en bas. Alors que la course à la perfection bat son plein pour les animaux, l'observation de Dame Nature s'intensifie. 17e siècle, les naturalistes se passionnent pour de nouvelles formes de vie et mettent au point des outils pour les analyser. Ils s'intéressent aux feuilles, aux insectes, ils explorent l'infiniment petit et ils découvrent même de drôles d'êtres qu'ils pensent mi-plantes, mi-animaux. Et entre un homme et une orchidée, on ne se demande pas qui est le plus parfait. Cela va de soi. Non. Alors les naturalistes ne cherchent pas à classer ces petits êtres en échelle, plus, et se contentent de les regrouper en fonction de leur ressemblance. Alors vous voyez dans le ton, même si c'est pas le ton définitif, on est sur quelque chose d'assez ludique, d'assez rigolo. Le dessin est très accessible. On est sur une logique de petits films d'animation vraiment assez enfantin dans la forme. Voilà, donc peu importe le contenu, là, mais c'était la forme que je vous montrais. Alors pourquoi on fait ça ? On s'aperçoit, alors les résultats, parce qu'en 4 ans, on est quand même maintenant riche de quelques enquêtes de participation, de satisfaction et de compréhension du public. Il se trouve que cet audiovisuel qui s'appelle l'histoire des représentations du vivant, dans Espèce, c'est un des audiovisuels les plus regardés, du début à la fin. Il dure 6 minutes, alors ça vous paraît peu, mais en exposition, c'est assez long. Surtout qu'il n'y a pas toujours de la place assise dans cette zone-là en période de forte affluence. Et on s'aperçoit que les gens restent du début à la fin, que le message est compris, parce que c'est une chose de rester, mais il faut aussi pouvoir retranscrire, ce qui n'est pas évident dans les enquêtes. On se rend compte que les messages, quand on interroge à la sortie d'une exposition, il est encore un peu flou, il faut que ça se reconstruise avec le temps. Là, le message est compris dans ces grandes lignes, donc c'est plutôt une réussite. Et on peut passer à n'importe quel moment de la journée dans cette exposition, et on voit un public, même familial, avec des enfants, devant cette forme-là. Alors, moi, je voulais apporter un petit commentaire par rapport à ça. C'est vrai que la forme est très enfantine. On voit des enfants qui sont assis devant. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le leurre de penser que le message est intégré et compris par ces enfants. Il ne s'adresse pas à eux, finalement. Nous, on conçoit les choses de manière à ce que le message soit déjà facilement assimilable pour un adulte, qui accompagne de toute façon l'enfant dans cet espace partagé et intergénérationnel, et que du coup l'adulte va se faire lui-même passeur et transmetteur, médiateur si vous voulez, en s'adaptant exactement pour le coup à l'enfant qui l'accompagne. Mais la digestion par l'adulte qui accompagne du discours, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous, en sachant quand même que cet aspect ludique, un peu de dessin animé, va quand même retenir l'attention de l'enfant et donc l'intéresser au discours que l'adulte va porter sur le média. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'articule. Donc voilà, ça c'est un exemple dans Espèce. On en a d'autres sur cette attractivité que peut apporter le numérique via l'audiovisuel et via les films d'animation qui sont quand même aujourd'hui, technologiquement parlant, beaucoup moins onéreux que ça pouvait l'être à un moment donné.
Il y a aussi tous ces systèmes de mapping. Alors ce qu'on appelle le mapping, c'est de la projection sur un élément sculpté, en tout cas morphologiquement, qui ressemble pas, qui s'adapte pas à un écran. Ici, je ne sais pas si on voit très bien, je suis désolé pour la qualité des images. On est sur un plateau qui présente des naturalisations d'antilopes, avec un discours qui est là aussi un peu complexe sur la pression de l'environnement, sur la morphologie des animaux, des êtres vivants. C'est-à-dire qu'on est plus dans des liens de parenté génétique, mais plutôt dans des apparences identiques liées à la contrainte de l'environnement et du milieu. Donc pour faire comprendre ça, avec, vous voyez à droite, ce qu'on appelle des cladogrammes en classification en sciences de la vie, c'est encore un niveau de discours qui est un peu complexe. Donc on s'est dit, il faut aller chercher quand même quelque part le visiteur, et on a projeté ça sur une antilope en résine, qui est à taille réelle de l'animal, qui est l'élan du Cap. Et sur cette antilope, on a un film comme ça très efficace. Moi, j'ai pas remis d'extrait, mais c'est le même ton, c'est la même équipe d'ailleurs qui a fait le film. C'est le même ton, c'est très accessible. Il y a quelques mots-clés comme ça, et puis il y a un ton un peu ludique. Et on s'aperçoit là aussi dans les études de satisfaction et de compréhension du média qu'il est intégré, et donc c'est plutôt une réussite. Donc le numérique en ça nous aide dans la transmission de ce message et dans l'assimilation qui en est faite. Avec quelques petites spécificités à partir du moment où on n'est pas dans un média texte par exemple, mais à partir du moment où on décide d'incarner, d'illustrer si vous voulez le discours, on est face, alors c'est des petites photos pour vous montrer que les enfants sont quand même relativement captifs, mais bon c'est très sombre. À gauche, j'ai pris ça hier assez rapidement, à gauche on a un groupe d'enfants devant quand même l'histoire des représentations du vivant en Occident, ce qui est quand même assez surréaliste, et à droite un petit enfant qui s'amuse à explorer la vitrine des oiseaux qui est en face de lui, sur un écran tactile, parce que là aussi on sait qu'il y a une espèce d'aimant comme ça pour le jeune public. Mais ce que je voulais montrer c'est ça, c'est-à-dire que quand on est face à un discours complexe, on a tendance à contraster avec la forme. Et ça c'est... alors je suis passé voir mes collègues d'une autre exposition permanente qui s'appelle Origine, qui revient sur l'histoire de l'évolution. Et pour deux autres audiovisuels qui étaient un peu complexes, qui sont censés transmettre un discours sur l'évolution et sur les paramètres externes et les paramètres internes liés à l'évolution, a été chercher ces inspirations. Alors, je ne sais pas si peut-être les plus anciens d'entre vous se rappellent de la Linéa, ce petit programme court, vraiment... en termes d'animation et de coûts à produire aussi, c'est pas mal. Et puis quelque part, c'est quelque chose qui est un peu agréable au souvenir et qui nous renvoie aussi dans des choses qui sont... Et puis les Shadocks en bas, oui. C'est deux inspirations des deux extraits que vous avez à gauche, des deux captures d'écran qui correspondent aux audiovisuels qui sont dans Origine. Et ça permet aussi ce type d'illustration un peu minimaliste et un peu quelque part abstraite. Ça permet, alors si je prends l'exemple en bas à gauche, on est censé parler des paramètres qui vont aller interférer avec l'évolution du vivant. Or, le problème, c'est que si je vous parle d'être vivant, si j'écris être vivant, être vivant, c'est une notion. Par contre, si je l'illustre, si je mets un éléphant, vous allez vous enfermer dans un modèle de représentation qui est l'éléphant, et vous n'allez pas forcément penser aux plantes. Et en fait, on veut éviter ça à tout prix, donc on part sur des figures totalement abstraites, qui sont là pour évoquer à peu près tous les êtres vivants. Et donc ça nous permet, ce type d'animation nous permet de ça. Donc ça c'était l'attractivité que peut offrir le numérique. Alors là je suis pas dans l'interactivité pour l'instant, je suis dans des médias qui sont fermés, mais le numérique avec les technologies actuelles nous permettent de développer ce type de médiation. Et puis mon deuxième point dans ce numérique au service du contenu, c'est l'interactivité. Alors l'interactivité, c'est quelque chose qui est relativement complexe sur le format des expositions, notamment expositions temporaires, parce que l'interactivité, techniquement, c'est quelque chose qui est encore balbutiant. Alors vous allez me dire non, moi je vais vous dire si, parce qu'en fait, entre tous les salons que nous on parcourt du numérique, ou les projets théoriques qu'on peut venir nous présenter au musée autour d'une table, et la réalité d'une utilisation quand même assez
violente dans un musée tel que le nôtre, où il y a une population qui est très hétérogène et donc des usages et des habitudes et des réflexes et des gestes et des postures par rapport au numérique qui sont très hétérogènes, finalement ça plante souvent l'interactivité et pourtant nous on est quand même bien placé en termes de maintenance technique, etc. Mais c'est quelque chose qui a donc un coût assez fort en termes de production déjà et en termes de maintenance. Et donc dans le calendrier, dans le rétroplanning d'une exposition temporaire, c'est assez complexe de se lancer dans l'interactivité. Alors de temps en temps on le fait, c'est ce que je vais vous montrer ici, mais on sait qu'il faut vraiment qu'il y ait un sens à cette interactivité. On ne peut pas la convoquer en tant que gadget en plus, quoi. C'est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, une interactivité ratée, ça se croise suffisamment trop souvent, je trouve, voilà, moi personnellement je préfère un audiovisuel qui va peut-être pas interagir avec le visiteur, même si on sait que le rendre acteur c'est le meilleur moyen d'en faire quelqu'un qui va assimiler le message, mais j'aime autant un message qui passe malgré tout plutôt que quelqu'un qui commence à jouer avec un écran tactile et qui au bout de 5 minutes se dit c'est super mais à quoi bon, enfin pourquoi faire et à quoi ça sert. Donc quand on se lance dans l'interactivité on le fait pleinement, on essaye. Alors là, j'ai un petit exemple. Alors, je suis désolé encore une fois pour la qualité. C'est filmé avec mon smartphone qui n'est pas terrible. Hier, donc là, on entre dans une exposition qui a pour sujet Hugo Pratt, donc l'auteur de bande dessinée, l'auteur de Corto Maltese. Je suis parti de l'extérieur de la salle pour vous montrer pourquoi on est parti sur une interactivité. Là, on est dans un espace qui est assez classique où on présente la biographie de Pratt et puis son personnage de Corto, ses influences graphiques, cinéma, etc. Et puis très vite, on arrive dans un espace qui est très labyrinthique, dans lequel on va se perdre assez facilement. L'idée, c'est là aussi une forme d'immersion par le dessin. Nous, on voulait vraiment que le dessin soit très présent. D'ailleurs, on n'a pas fait appel à un scénographe pour ce projet, mais à une graphiste qui était directrice artistique. Et on est noyé dans le dessin. C'était l'idée. Sauf que cette scénographie labyrinthique n'était envisageable pour nous que si à un moment donné, il y avait une sorte de table d'orientation, de repère fort. Et il fallait que ce repère soit pour nous graphique. Quelque part, on utilise aussi cette forme d'attractivité du numérique pour être sûr que le public va, parce qu'il suffit d'observer n'importe quel musée, n'importe quelle salle d'exposition. Dès que vous avez un élément fort numérique, c'est un aimant, quoi. Tout le monde va aller se rencontrer autour de ça. Et donc cette proposition, c'était... alors le thème de l'exposition, c'est les horizons et les géographies que Pratt va convoquer dans ses albums et dans ses fictions, dans ses imaginaires. Et donc ce point central interactif, c'est une carte totalement subjective du monde déformé selon l'apparition des géographies dans l'œuvre de Pratt. Et donc on a dessiné pour l'occasion. Et c'était... voilà, on avait dans le cahier des charges deux choses importantes. C'était d'une part une technologie plutôt invisible pour pas venir écraser le dessin. On n'est pas sur une logique high-tech, entre guillemets, mais vraiment une technologie qui va disparaître pour mettre le dessin à l'honneur. Et puis, d'ailleurs, on est sur un mobilier bois, c'est absolument pas un écran, déjà parce que la taille, là, on se rend pas trop compte, mais ça fait plus de 3 mètres de diamètre, nous interdisait de passer par du matériel standard. Et puis le deuxième point, c'était... je me souviens plus du premier. Le premier, c'était une technologie non visible, pardon. Et le deuxième point, c'était j'ai perdu le fil, je suis désolé. Je vais vous montrer la vidéo. Quoi qu'il en soit, le fait de ne pas passer sur un matériel standard, ça nous renvoie à une notion de prototypage qui revient systématiquement dans les expositions, qui est de se dire, finalement, dans la proposition encore balbutiante des interactifs commercialisés, entre guillemets. Je me souviens qu'on a cherché longtemps, par exemple, un modèle de comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. D'hologramme, pardon, en exposition. Or, c'est pas au point. On en voit sur les salons, mais en exposition, avec un usage régulier et assez intense, c'est pas au point. Donc, on attend toujours cette technologie. Donc, il y a parfois un décalage entre ce qu'on pense qui est possible et qu'on peut voir dans des salons au niveau de la robotique ou du numérique et ce qui est vraiment disponible en exposition. Donc, on travaille souvent sur des prototypes avec disons, le bon côté de la médaille et son revers, c'est-à-dire que le prototype, c'est nouveau, donc c'est jamais vu, c'est inédit, et ça va forcément attirer, parce que ça va un peu impressionner les gens, il y a cette capacité d'émerveillement.
Et en même temps, le prototype, on comprend bien que c'est un prototype avec tout ce que ça implique de maintenance et puis de couac possible. Cette table-là c'en est un. Donc en fait, c'est une projection du plafond sur un mobilier en bois, donc on perçoit assez peu la façon, c'est assez magique, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Et voilà, je vous laisse découvrir, c'est une géographie donc, du monde déformé, avec à un moment donné, comme ça, les différentes couvertures des œuvres de Pratt qui viennent s'intégrer dans la géographie à laquelle elles correspondent. Et puis, graphiquement, on voulait quelque chose de très marquant, et c'est ces tourbillons qui évoquent à la fois une carte des courants marins, si on veut, ou une carte des vents. En tout cas, ça c'est très proche de l'univers de Pratt, graphique. Noir et blanc aussi très fort. Alors là, bon, c'est un peu raté mon film, mais en tout cas, là, j'interagis sur ces courants en caressant le mobilier. Et puis surtout, je vais aller ouvrir un certain nombre de personnages qui sont liés aux géographies, qui sont des personnages fictifs, qui vont, hop, là je m'épose, qui vont ouvrir une bulle d'un album de Pratt. Là, en revanche, je suis sur une petite bulle avec Hugo Pratt lui-même, c'est un autoportrait. Et on a été tricher et mettre sous forme de bulle finalement des propos tenus par Pratt en interview sur cette région du monde ou de manière plus générale sur son travail. Et lorsque j'ouvre un petit Pratt, il y a un lien qui se crée comme ça avec un autre Pratt d'une autre région et ça invite quelque part à aller taquiner un peu l'utilisateur qui est à côté et quelque part aussi à communiquer et on voit que ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ouverture de lien, on lève la tête, on sort un peu de ce côté tactile et on voit qu'on est en lien avec une autre personne finalement, c'est assez étonnant et ça, voilà, c'est facteur d'échange en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est... Pardon ? C'est tridimensionnel. C'est pas tridimensionnel, alors c'est un système que je pourrais pas totalement expliquer. J'ai oublié de vous dire en préambule qu'on n'a pas au sein du musée de cellules de conception des audiovisuels. On a des techniciens audiovisuels mais pas de concepteurs, on n'a pas de manipeurs non plus. Donc c'est-à-dire que chaque installation de dispositif, c'est le résultat d'une rencontre entre nous, notre intention, qui est parfois assez précise, parfois assez floue, et puis des prestataires extérieurs via une logique de marché. Et cette rencontre, elle est assez fructueuse dans la mesure où on agglomère comme ça les connaissances de prestataires aussi extérieurs et des choses qui nous font découvrir des choses nouvelles à chaque fois. Là, c'est un système que moi, je réitérerai parce que c'est vraiment très fiable techniquement. Au centre, là, vous avez un petit chat qui vient masquer, donc un chat qui fait référence à un album de Pratt, qu'on a imprimé en 3D en interne et qui vient masquer un système de rotoscan qui est quelque chose qu'on a été piqué au monde industriel. C'est un système de détection de sécurité sur les machines-outils. C'est-à-dire que vous mettez la main, hop, ça s'arrête de couper. Donc c'est évidemment très fiable. Alors que jusqu'à présent, dans les musées, on est beaucoup sur un système de Kinect qui est issu du jeu vidéo et qui, pour le coup, plante assez régulièrement avec des usages intensifs. Donc là, c'est une expérience plutôt concluante. Mais quand je vous disais que l'interactivité, ça reste quelque chose qui peut facilement nous échapper parce que c'est complexe. Alors j'ai un autre exemple, c'est-à-dire que moi, ce dispositif-là, pour moi, il marche. Il fonctionne, il est concluant. Simplement, là, j'ai été me cacher sur une passerelle à 12 mètres et j'ai filmé quelques utilisateurs hier. Et là, vous avez des enfants qui approchent le dispositif et qui commencent à prendre place. Donc, il peut détecter à l'infini autant d'utilisateurs qu'on souhaite, qui sont autonomes dans leur utilisation. Et vous voyez, il découvre, je ne sais pas si vous voyez très bien en fait, il découvre ces liens qui se créent d'un petit Hugo Pratt à un autre. Alors les enfants, c'est pas un scoop, mais ils sont quand même très prescripteurs en matière de technologie et sont évidemment des modes d'emploi humains pour toute la famille. Nous on l'observe systématiquement, c'est-à-dire que l'enfant va expliquer... et il y a une attente de la famille, c'est-à-dire que moi j'entends souvent... tu es sur ta console de jeu tous les week-ends, tu vas nous montrer comment ça marche. Alors que, et on sait sur les interactifs que le meilleur mode d'emploi, nous on ne met plus d'ailleurs de... Déjà, on travaille l'intuitivité, évidemment, mais on met assez peu de didacticiels, parce qu'en fait, les gens ne vont pas les consulter. Le meilleur mode d'emploi, c'est finalement, quand vous arrivez face à un dispositif interactif, c'est l'utilisateur précédent, parce que vous l'observez, et du coup, il vous donne les clés assez vite dans l'observation de l'utilisation. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants sont très à l'aise, et à un moment donné, ils sont tellement à l'aise qu'ils vont prendre le contrôle. Et en fait, ils détournent complètement l'utilisation du... Et ça, nous, on ne l'a pas envisagé. C'est-à-dire que on ne trouvait pas ça si ludique que ça, les liens colorés, et finalement, il faut croire que si. Et là, un groupe d'enfants vient complètement kidnapper le processus et le dispositif. Or, alors, vous me direz, ils passent un bon moment au musée, c'est une bonne chose, ils vont revenir. Ça, c'est un peu léger comme ambition quand même. Là, c'est un jeu. Et clairement, là, ils interdisent quand même l'accès au contenu à tous les visiteurs qui passent autour. En plus, j'ai pas insisté.
Non mais c'est vrai, et j'ai pas insisté sur le parasitage, mais en fait quand on sélectionne un petit personnage, il y a juste un petit bruit, sauf que là le bruit du coup il est en continu et il va gêner toute la poésie aussi de ce qu'on a voulu faire dans les espaces qui sont à côté. Donc ça peut vite poser problème. Alors ça c'est un problème ponctuel qui n'arrive pas très souvent, mais l'interactivité c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est face à des comportements, surtout quand on est sur une logique de prototype, encore une fois, qui a été vraiment créée par rapport à une volonté spécifique à l'exposition, dans quelque chose qui peut vite nous échapper. Et donc, alors, je suis peut-être en dérive de temps, je suis désolé, je ne contrôle pas trop mon temps, si je me dépêche. Mais c'est ce que nous, on peut faire par rapport à ça, c'est parce qu'on a cette logique de ce qu'on appelle de marche à blanc, pré-ouverture de l'exposition, mais en général, on a très peu de temps, c'est-à-dire que tout ça s'est installé dans les derniers moments, après les objets, etc. Les intégrateurs audiovisuels interviennent dans les dernières 48 heures avant l'ouverture. Donc on fait marcher à blanc et on va tester, nous, le dispositif et pour voir si ça bug techniquement déjà comme ça dans un premier temps. Mais rien ne vaut une deuxième expérience qui est celle de plusieurs semaines d'exploitation au terme duquel on sait déjà comment va se comporter le dispositif. Or ça, en général, très peu de musées ont le luxe de pouvoir reprendre un dispositif. Une fois que l'exposition est ouverte, on bascule sur un autre projet et finalement les choses sont lancées. À Confluence, on a cette chance de pouvoir de temps en temps pouvoir redégager peut-être même un petit budget pour mettre à jour le dispositif. C'est ce qu'on a fait sur cette table de Pratt. On l'a reprise au bout de 4-5 semaines parce qu'on se rendait compte qu'il y avait une des étapes qui n'était pas bien intégrée, pas efficace. Mais voilà, l'interactivité, c'est lourd à manipuler et donc c'est sans doute un des meilleurs outils parce qu'encore une fois, là on voit qu'ils sont acteurs de leur découverte et de leur... Finalement, ça joue sur la curiosité et donc c'est le meilleur moyen pour apprendre, mais c'est quand même très lourd. Et j'en arrive au deuxième point. Là, c'était le numérique au service du contenu précédemment, et le numérique, on le convoque aussi en exposition pour des questions de mise en scène, alors qu'ils sont jamais, vous me direz, complètement déconnectés du contenu. C'est-à-dire que quand on joue l'immersion ou la carte de l'émerveillement, parce qu'on sait, et ça fait partie de notre ADN aussi à Confluence, que ça va évidemment mettre le visiteur dans une situation de disponibilité face à la connaissance très grande. Mais quand on joue sur ces mises en scène, évidemment, ça a un sens aussi. On ne va pas jouer l'immersion pour l'immersion, mais en général, elle résonne avec le contenu. Alors là, j'ai un exemple qui est également tiré d'Hugo Pratt. Alors je préfère vous le dire avant, c'est ce qu'on a appelé nous la lanterne magique, qui est le deuxième audiovisuel un peu fort de l'exposition. C'est quelque chose qui est censé être très esthétique et très contemplatif, mais à travers le prisme de mon smartphone pas terrible, ça perd un peu de son charme, je vous préviens. Donc l'idée, voilà, on est dans l'exposition et on va entrer dans une projection 360 degrés. Là encore, le même cahier des charges, c'est une technologie qu'on voulait plutôt invisible. Ce qu'il faut, c'est un dessin qui nous entoure et qui vienne s'animer. Et l'idée, c'était la lanterne magique. Vous voyez en bas, il y a une petite silhouette. Alors c'est tout bête, c'est une silhouette en bois découpé qui reprend un personnage. Et avec un système de projection et d'ombre portée, la silhouette va être prise en vidéo et s'animer et déclencher une séquence thématique. Là, il n'y a pas de programme spécifiquement, c'est des dessins de Pratt, c'est comment plonger dans l'univers de Pratt. Donc on quitte un peu la médiation de contenu pour être dans plutôt une ambiance, un moment un peu à part. Alors, ça, techniquement, c'est très complexe et c'est bien plus innovant. La gestion d'autant de vidéoprojecteurs en 360 avec la coordination lumière-vidéo, finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'un écran tactile. Mais c'est une manière aussi de mettre, comme on en parlait tout à l'heure, la technologie à l'arrière-plan, enfin au plan qu'elle mérite. Finalement, ça n'est qu'un outil et c'est ça qui est vraiment le fil à suivre pour nous. Et peut-être que je vais être amené à conclure là-dessus. Oui. En fait, pour moi, le rôle du musée dans un moment de la société où on arrive quand même à cette saturation de l'écran partout et à ces réflexes, à ces comportements, on prend tous le tram pour arriver ici. Depuis 3-4 ans, les gens ne quittent plus leur smartphone. Moi, le premier, je ne porte pas de jugement, mais on est dans une logique vis-à-vis de l'écran qui est quand même assez intrusive. Et le musée se doit, à mon sens, de quitter cette logique-là, de casser un peu ces formes de posture et d'arriver à être une parenthèse un peu comme ça de questionnement, de réflexion, de curiosité.
et de sortir de cette posture-là de visite en tout cas. Mais paradoxalement, le numérique nous le permet. C'est-à-dire que le numérique, avec un usage qui est pensé en amont et qui est un peu détourné de l'écran systématique, à mon sens, permet ce renouvellement en tout cas de la médiation. Et je voulais finir par une petite vignette rigolote, mais je ne sais pas si... Parce que je voulais vous dire qu'on ne vient quand même pas au musée pour jouer aux jeux vidéo. Sauf que voilà, on ne voit pas grand-chose. c'est des enfants qui jouent aux jeux vidéo à Confluence dans cette exposition qui s'appelle Yokai Inoshima, Esprit du Japon. Voilà, c'est du rétro gaming. Bon là, ça avait un sens dans le contenu, évidemment. Merci beaucoup. Merci.